Bonjour et bienvenue au Parloir, un balado sur l'histoire du Québec. Pour ce 5e épisode, je discute avec Marie-Ève Ouellette, conseillère en patrimoine culturel au ministère de la Culture et des Communications du Québec et professeure d'histoire à l'Université Sherbrooke. Madame Ouellette nous fait découvrir aujourd'hui un métier du temps de la Nouvelle-France qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a joué un rôle majeur pendant la colonisation, c'est le métier d'intendant. L'intendant était issu de la noblesse française ou de l'élite commerçante et il exerçait une grande influence sur la colonie et vous comprendrez dans quelques instants pourquoi. Bonne écoute. Bonjour Madame Ouellette, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de l'intendant, un métier qui existait à l'époque de la Nouvelle-France, mais je crois que la plupart des gens, et moi incluse, on aurait de la misère à dire de quoi il s'agit exactement. Alors, vous qui avez écrit un livre sur le sujet qui s'appelle Le métier d'intendant en France et en Nouvelle-France au 18e siècle, vous êtes en très bonne position pour nous parler du sujet. Pouvez-vous commencer par nous expliquer un peu quelles étaient les responsabilités de l'intendant? L'intendant, à l'époque, on l'appelait l'intendant de justice, police et finances. C'est le titre officiel. Et dans ce titre-là, on voit les trois grands domaines de responsabilité de l'intendant. Premièrement, l'intendant, on peut le qualifier de chef de la justice dans la colonie. C'est lui qui fait la supervision de tout le système des tribunaux. Il veille à ce que la justice soit rendue à travers la surveillance des tribunaux ordinaires et il va juger lui-même certaines affaires en dernier ressort. Donc, en dernier ressort, c'est comme en appel finalement. Et au-dessus de lui, on ne peut faire appel qu'au roi directement. Et à partir de 1680, il va présider le Conseil souverain, qui est un tribunal d'appel en matière civile et criminelle dans la colonie. Et la présidence du Conseil souverain, ça implique de demander les avis des conseillers, de recueillir les voix et de prononcer les arrêts. Donc, il est vraiment très actif en matière de justice. Et quand on dit qu'il peut rendre la justice personnellement, c'est dire que l'intendant peut ramener vers lui toute cause qui est pendante devant les tribunaux. Et quelqu'un peut faire appel à la justice de l'intendant pour éviter d'autres procédures devant les tribunaux. Par contre, c'est à double tranchant. Si vous décidez que vous faites appel à la justice de l'intendant et non que vous laissez l'affaire suivre son cours devant les tribunaux ordinaires, si jamais vous n'êtes pas satisfait de la décision de l'intendant, la seule personne à laquelle vous pouvez faire appel, c'est au roi directement. Et c'est rare que le roi va contredire l'intendant. Donc, c'est à double tranchant, mais ça peut permettre des procédures plus longues. Le deuxième grand domaine, c'est la police. La police, c'est pas un mot qui a le même sens au 17e et 18e siècle qu'aujourd'hui. La police, à l'époque de la Nouvelle-France, ça inclut plusieurs choses, notamment la sécurité publique, la voirie, la prévention des incendies, donc toutes sortes de domaines dans lesquels l'intendant va faire des règlements. Par exemple, la prévention des incendies, on va avoir des règlements dans les villes pour dire de quelle façon on veut que les maisons soient construites, puis qu'il y ait des règles de sécurité. On peut aussi, à travers la police, réglementer le prix de certaines denrées sur les marchés. Par exemple, on va avoir à cette époque-là des prix pour réglementer le pain, hein, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pénurie. Donc, la police, c'est un domaine très, 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 très large qui englobe des choses qui aujourd'hui feraient partie des pouvoirs des maires, des municipalités, mais qui à l'époque relèvent de l'intendant parce qu'il n'y a pas de maire à l'époque de la Nouvelle-France. Le troisième domaine, pour continuer de résumer, c'est les finances. L'intendant, il a des très grandes responsabilités financières, dont la gestion du budget de la colonie et le contrôle des dépenses. C'est pas l'intendant qui va décider combien d'argent on trouve dans le budget de la colonie, mais c'est lui qui va dresser un budget et gérer les dépenses, y compris les dépenses militaires. Et il va s'occuper aussi de l'approvisionnement des magasins du roi. Les magasins du roi, ce sont des sortes d'entrepôts d'État dans lesquels on trouve toutes sortes de marchandises, notamment pour les armées. Alors, c'est l'intendant qui va s'occuper de tout ça. Et plus généralement, je terminerai en disant que l'intendant,
il doit prendre différentes mesures pour favoriser le développement de la colonie. On peut penser au peuplement, l'agriculture, le commerce, les pêches, les industries. Donc, il va faire des règlements, des ordonnances pour favoriser un peu le développement de tout ça. Donc, comme on peut voir à travers cette liste-là, les attributions de l'intendant sont très, très larges puis vont couvrir beaucoup, beaucoup de domaines de la vie dans la colonie. Quand on regarde, ces responsabilités-là qui étaient d'instaurer, plusieurs règlements au niveau des finances, la police, la justice, est-ce que l'objectif était de recréer, une structure, et des coutumes similaires à la France? Ou est-ce qu'il y avait un projet de refaire les choses d'une manière différente à travers, ces règlements? C'est une très bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est que la France d'Ancien Régime, donc au 17e, 18e siècle, c'est un territoire qui est très, très contrasté. Même quand on est sur le territoire de la France, entre les différentes provinces de la France, il y a beaucoup de contrastes et il y a beaucoup de provinces qui vont être peu à peu, notamment lors des guerres de Louis XIV, rattachées au royaume de France. Donc, il y a beaucoup de diversité dans les coutumes, dans les façons de faire. Et au fil du temps, avec l'expansion des colonies de la France aussi, on arrive à des territoires qui sont immenses, qui sont lointains, qui sont très diversifiés dans leur réalité. Malgré ça, la façon de diriger, il y a certains grands règlements, il y a certaines grandes lois qui vont s'appliquer euh, à toutes les colonies, à toutes les provinces, mais dans la façon de faire à l'époque, le travail de l'intendant va être aussi de adapter et de s'assurer que certaines mesures soient adaptées au territoire dont il s'occupe. Donc, je dirais que oui, on essaie d'être uniforme, mais on essaie aussi d'adapter et de proposer des règles qui vont favoriser le développement de chaque province, chaque colonie, selon la réalité. Et pour situer, nos auditeurs sur la ligne du temps un peu, sur quelle période, de la colonisation est-ce que ce poste de l'intendance a existé? La Nouvelle-France, en fait, il y a un intendant qui va arriver en 1665 pour la première fois. Par contre, ce n'est pas le premier intendant qui est nommé. Le tout premier intendant est nommé en 1663. C'est d'ailleurs l'un des tout premiers gestes que le jeune roi Louis XIV va faire lorsqu'il va commencer à s'occuper personnellement de la colonie après la démission de la Compagnie des Cent Associés qui assurait une gestion plus directe auparavant. Donc, l'intendant qui est nommé en 1663, Louis-Robert de Fortel, on ne sait pas pourquoi, mais il ne viendra jamais dans la colonie. C'est donc le deuxième intendant nommé, qui s'appelle Jean Talon, qui va être le tout premier à venir ici. Et la mémoire qu'on a du régime français va se rappeler de Jean Talon comme étant le premier intendant, parce que c'est véritablement lui qui a créé finalement la fonction ici, même si c'est pas le premier intendant qui a été nommé. Et il va y avoir des intendants jusqu'à la toute fin du régime français, jusqu'au traité de Paris de 1763. Et le dernier intendant s'appelle François Bigot. Et c'est lui qui va être là pendant les dernières années, les années de guerre, et il va retourner en France au moment où la guerre s'achève et que les Britanniques s'amènent. Mmh. Et donc, ce serait le roi de France, Louis XIV en l'occurrence, qui a créé le poste, d'intendant. Je crois que vous en avez déjà parlé, donc le degré hiérarchique entre le roi et l'intendant était très étroit, c'est ça? Est-ce qu'ils étaient vraiment, en communication, directe? Ben, en fait, pour répondre à ta question, la fonction d'intendant existait avant Louis XIV. Il y en avait quelques-uns dans le royaume de France, dans certaines provinces, mais il n'y en avait pas partout encore. Et sur le territoire colonial, c'est véritablement sous Louis XIV qui va arriver un premier intendant. Euh, En fait, c'est que l'intendant est un commissaire. Il est nommé par lettre de commission signée du roi. Donc, c'est vraiment officiellement, directement du roi duquel il va dépendre. Mais dans les faits, en réalité, il y a un intermédiaire essentiel. Le supérieur réel de l'intendant au quotidien, c'est le secrétaire d'État à la marine. Donc, il y a plusieurs secrétaires d'État dans différents domaines
de l'administration monarchique, mais toute l'administration des colonies est vraiment centralisée au niveau de la marine. Et le secrétaire d'État de la marine, c'est lui qui va finalement faire des recommandations au poste d'intendant et de gouverneur. Et au quotidien, c'est avec lui que l'intendant va correspondre pour savoir vraiment quelles sont les intentions du roi. Il peut y arriver qu'il y ait des lettres du roi, mais de manière générale, c'est vraiment le secrétaire d'État à la marine qui est son supérieur là, dans le courant des affaires. Mmh. Et si on parle un peu plus précisément des personnages derrière, ce fameux titre, d'intendant, pouvez-vous nous nommer un intendant notoire qui a eu une grande influence, sur la Nouvelle-France? C'est sûr que quand on pense aux intendants marquants du régime français, le premier qui nous vient à l'esprit, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le premier intendant en exercice, Jean Talon. Hein? Parce que quand Jean Talon arrive, la colonie, il y a plein de choses qui se passent. Il y a l'arrivée des filles du roi, il y a des régiments qui arrivent de France, il y a des guerres avec les Iroquois, tout est à faire. On concède beaucoup de seigneuries, on a beaucoup d'immigrants qui arrivent ici, donc on développe certaines industries. Donc il y a une espèce d'effervescence et Jean Talon lui-même est très, très actif pour essayer de développer la colonie. Donc, c'est sûr que lui, c'est un intendant marquant parce que tout était à faire et il va vraiment jeter les bases là, de la fonction. Mais la fonction continue d'évoluer, notamment les frontières des pouvoirs entre l'intendant et le gouverneur vont être source de friction pendant quelques décennies, mais tout ça va se clarifier jusqu'au 18e siècle, de même que la frontière des fonctions entre le conseil souverain et l'intendant, parce qu'il y avait des prérogatives en matière de justice et de police et de finances au départ dans le conseil souverain. Donc, tout ça va se clarifier au fil du temps. Donc, il ne faut pas penser que la fonction reste la même pendant tout le temps du régime français. Au 18e siècle, il y a un autre intendant assez marquant, à mon sens, c'est Gilles Hoccart. Vraiment, Gilles Hoccart, il va rester dans la colonie pendant près de 20 ans. Donc, c'est sûr qu'il va avoir une action qui va être très marquante. Gilles Hoccart va être moins actif en matière de police et de justice que d'autres intendants avant lui, mais lui, il va être très actif sur le plan économique. Il va vraiment stimuler beaucoup d'industries. Son action va faire en sorte qu'on va développer aussi le commerce, ce qu'on appelle à l'époque le commerce triangulaire, donc un commerce entre la France, la Nouvelle-France et les Antilles, en passant par Louisbourg en Acadie. Donc, Gilles Hoccart va avoir une action, une activité vraiment basée sur le développement économique et social de la colonie. Donc, c'est une action qui va être assez marquante. Et aussi, il faut dire qu'à l'époque de Gilles Hoccart, les procédures, les pratiques, les façons de faire sont bien rodées. En France aussi, le pouvoir de l'intendant est moins contesté. Donc, on est vraiment plus dans une période où la fonction est bien assise et l'intendant peut s'occuper de développer vraiment. Et on peut voir aussi qu'en Nouvelle-France, le mandat de Gilles Hoccart, en bonne partie, c'est un temps de paix. Et quand on est en période de paix, évidemment, on est moins occupé par toutes les activités là, liées au combat, liées à la guerre, et on a plus de temps pour s'occuper de développement. Donc, je dirais que Gilles Hoccart, c'est un intendant qui est peu connu du grand public, mais les presque 20 ans qui passent ici en font un intendant très marquant du 18e siècle. Alors on pourrait essayer de lui trouver un marché public, à son nom, à lui aussi. On pourrait, par contre, il y a un beau bâtiment qui a été nommé en l'honneur de Gilles Hoccart. C'est l'édifice qui abrite les Archives nationales du Québec à Montréal, dans le Vieux-Montréal. Donc, l'édifice Gilles Hoccart, qui est un édifice magnifique que je vous invite à aller visiter si vous le pouvez. Et pourquoi, je profite de ta question, pourquoi on a nommé l'édifice des archives Gilles Hoccart? Il y a une bonne raison, c'est que Gilles Hoccart a aussi fait des actions significatives pour les archives de la Nouvelle-France. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais
L'archivage des papiers a posé problème pendant assez longtemps puisque les papiers étaient souvent un peu dispersés et même s'il y avait beaucoup d'archives au palais de l'intendant, il n'y avait pas nécessairement de lieu très sécuritaire pour les conserver. Et Gilles Lecor va faire construire un dépôt d'archives dans le palais de l'intendant avec des murs en pierre, en tout cas quelque chose qui est à l'abri du feu pour protéger des archives importantes de la colonie. Euh, il va demander un, il va demander un budget pour faire un petit bâtiment. Bon, il n'y aura pas le budget, mais il va quand même aménager ça dans le palais de l'intendant et grâce à lui, la conservation des papiers s'améliore. Et c'est pour ça qu'on a nommé d'ailleurs en son honneur un bâtiment des archives parce que c'est pas, on peut pas l'appeler un archiviste évidemment, mais il a quand même fait des choses intéressantes dans ce domaine. Ça m'amène à une question un peu pour ma curiosité personnelle. Est-ce que le grand public a accès à ces documents? Bien sûr, en fait, on est très chanceux quand on fait de l'histoire de la Nouvelle-France et le grand public veut faire de la recherche ou qui veut faire de la généalogie a accès à beaucoup de documents en ligne. Donc, on peut aller sur le site de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, sur le site de Bibliothèque et Archives du Canada aussi, il y a beaucoup de choses. Il faut savoir que les originaux de beaucoup de documents sont en France, conservés par les Archives nationales de France, mais il y a beaucoup de numérisation et de microfilms qui ont été faits de documents. Donc, on peut en consulter ici via Internet, via les portails de recherche. Il faut savoir aussi que ce sont des documents anciens, donc assez fragiles. Il y a eu beaucoup de microfilms et de numérisation pour qu'on puisse les consulter. Donc, vous pouvez aller sur le moteur de recherche Advitam de BANQ ou alors sur le site de Bibliothèque et Archives Canada pour chercher des documents liés à la Nouvelle-France. Vous allez en trouver beaucoup. La difficulté qu'il y a, c'est souvent la lecture parce que c'est une écriture qui est différente de celle d'aujourd'hui, mais bon, avec de la pratique, on peut y arriver. J'aimerais qu'on retourne sur le sujet, de la stimulation de l'économie et du commerce. Vous avez parlé de commerce triangulaire. On sait que la fourrure était une ressource, une des premières ressources, avec laquelle on a fait du commerce, mais par la suite, les intendants, quelles autres ressources est-ce qu'ils ont trouvées au Québec, en Nouvelle-France à utiliser pour, le commerce? Ben, c'est sûr que le commerce de la fourrure, ça demeure la principale exportation de la colonie jusqu'à la toute fin du régime français. Hein. Faut comprendre que tous les efforts de diversification de l'économie, certaines de ces choses-là ont fonctionné pendant un temps, mais ça n'a pas été des succès très, très durables dans la majorité des cas. Même Gilles Lecor, dont je parlais tout à l'heure, à la fin de son mandat, bon, il y a eu une période de guerre, il s'en va et il est assez déçu finalement de voir que beaucoup des initiatives qu'il a favorisées se sont effondrées finalement, n'ont pas eu de succès très, très durable. Mais ça ne change rien au fait qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Parmi les industries qu'on voit en Nouvelle-France, ben, il y a par exemple la construction navale. On va avoir des chantiers du roi à Québec dans lesquels on va construire des navires parce que, bon, évidemment, on a beaucoup de bois ici. On a un port qui est intéressant pour ça. Donc, on va construire un peu de navires ici. On va avoir aussi les forges du Saint-Maurice. Dans la région de la Mauricie actuelle, où bon, le mot le dit, ce sont des forges, on va fabriquer des poêles, donc diverses choses. On va avoir aussi un petit peu d'exploitation minière, un petit peu d'exploitation forestière, mais ça va pas se développer à très grande échelle non plus. On a bien entendu les pêcheries qui sont une industrie extrêmement importante dans les colonies quand on va plus vers l'est. Donc on a plusieurs choses qui vont se développer, mais la fourrure de castor et de d'autres animaux va vraiment rester le principal produit d'exportation. Ça, c'est important de le souligner. Mais il va y avoir aussi, plus on avance dans le 18e siècle, on va avoir plus d'exportation de produits agricoles aussi, notamment des pois, des choses qu'on va exporter vers les Antilles. Mais bien entendu, l'agriculture à cette époque-là, elle est très sujette aux variations du temps. Il y a des bonnes années, des moins bonnes années. Donc oui, on fait de l'exportation, mais ça demeure que
le commerce de la fourrure, c'est le plus important produit. Mmh. Hem et si on parle, des filles du roi, parce que je trouve que ça marque un peu l'imaginaire, les filles du roi et c'est ça c'était je crois de Jean Talon. C'était un projet de Jean Talon pour faire grossir la population. Dans quelle mesure est-ce que ça a été efficace comme mesure? Ben, les filles du roi, c'est pas, on peut pas parler vraiment de l'immigration au 17e siècle sans parler des filles du roi. En fait, ce qui arrive, c'est que dans les premières décennies de l'histoire de la colonie, on a beaucoup plus d'hommes que de femmes. C'est normal parce que dans les premiers temps, c'est essentiellement une colonie où on fait du commerce. On va avoir aussi beaucoup d'artisans, d'ouvriers qui vont venir ici. Il va y avoir des engagés, des gens qui sont engagés pour 36 mois pour venir faire différents travaux, des travaux agricoles, des travaux d'artisanat liés à la construction, etc. On va avoir bien entendu le commerce des fourrures qui occupe pas mal de monde. Donc, c'est une main-d'œuvre essentiellement masculine, une main-d'œuvre qui est ici de façon temporaire dans la plupart des cas. Mais à un moment donné, si on veut développer la colonie, si on veut développer l'agriculture, concéder des terres et établir des gens sur le territoire, ben il devient assez évident qu'il faut changer un peu de façon de faire et il faut qu'il y ait des femmes aussi dans la colonie et c'est dans cette optique-là qu'on va faire venir une immigration entièrement féminine, les filles du roi, qui sont des femmes qui arrivent beaucoup de Paris, mais pas essentiellement, de beaucoup de régions, qui sont souvent des orphelines, qui vont venir ici dans le but de se marier et de s'établir. Et c'est une mesure qui dure plusieurs années. Ce sont ça ne dure pas extrêmement longtemps, là. Il y a des arrivées plus massives de filles du roi, mais ces femmes-là vont arriver ici et elles vont avoir l'embarras du choix pour se choisir un mari et s'établir. Et ça va vraiment favoriser euh, l'augmentation démographique de la colonie, évidemment, par la suite. Et à la fin du 17e, début 18e siècle, ben là, on n'a plus besoin on a une égalité là, du nombre d'hommes et de femmes relativement, où on permet un accroissement naturel de se produire. C'est-à-dire que là, c'est la population en tant que telle qui va se reproduire de génération en génération sans qu'on fasse venir d'autres femmes comme on l'a fait euh, à peu près dans les années de Jean Talon. Mmh. Et maintenant, si on parle un peu ben, c'est sûr qu'il y avait plusieurs intendants et ils étaient pas tous, pareils, ils avaient pas tous la même attitude, la même, stature et tout, mais de manière générale, comment est-ce que l'intendant était perçu par la population? Est-ce qu'il était aimé, craint, respecté? C'est une très bonne question. Il faut comprendre que pour l'époque de la Nouvelle-France, on a très, très peu de sources, de lettres, des sources qui nous parlent des opinions de monsieur, madame, tout le monde, hein, si je peux prendre une expression de maintenant. Donc, c'est difficile de savoir quelle était la perception de l'intendant dans la population en général. Les opinions que l'on a vont souvent le fait de l'élite coloniale qui écrit et qui est plus actif et qui est plus en interaction avec l'intendant. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'au niveau de la mentalité, l'intendant, il est l'incarnation locale de la justice du roi. Il est l'incarnation locale de la protection paternelle du roi envers ses sujets. Donc, quand on s'adresse à l'intendant, c'est un peu pour s'adresser un peu métaphoriquement au roi et à la justice du roi. Donc, il y a vraiment une stature, une espèce de respect dû à la fonction d'intendant qui est générale. Après ça, évidemment, il y a des intendants qui ont eu plus de succès que d'autres, qui étaient plus aimés, qui étaient plus respectés que d'autres. Il y a des intendants qui avaient le don de se mettre en conflit avec absolument tout le monde. Je pense à un intendant au 18e siècle, Claude Thomas Dupuis, qui personnellement est un de mes préférés, mais parce qu'il a fait absolument tout ce qu'il ne faut pas faire. Il s'est mis à dos absolument tout le monde, l'évêque, le gouverneur, bon, tout ça. Donc, Dupuis, d'ailleurs, va être rappelé en France après seulement 2 ans parce que ça ne fonctionnait absolument pas. Et bon, il y avait des problèmes dans sa gestion aussi, mais un intendant qui veut se maintenir, qui veut être efficace, n'est pas obligé d'être aimé et ami avec tout le monde, mais il doit apprendre à collaborer. C'est assez et se faire respecter, c'est essentiel. Sinon, ben pour l'élite coloniale, la relation avec l'intendant dépend
également des individus. Il faut savoir que l'intendant, de par ses responsabilités, va pouvoir s'allier une certaine clientèle, donc des gens qui vont tourner un peu plus autour de lui. Et le gouverneur, c'est la même chose. Donc, si je m'explique, le gouverneur, de par ses responsabilités militaires, va souvent être un peu plus proche de l'élite militaire de la colonie, tandis que l'intendant va souvent être un peu plus proche des marchands, des commerçants, des négociants, donc de ceux qui naviguent un peu plus dans le domaine de l'économie, de l'industrie et du commerce au sens large. Donc, l'intendant a aussi ses relations, des gens avec qui il est en relation de façon plus étroite, et aussi tous les officiers et les fonctionnaires de justice vont relever ultimement d'un domaine qui relève de l'intendant. Donc, l'intendant va souvent être plus en relation aussi avec ses officiers, ses fonctionnaires civils-là. Donc, l'intendant a sa clientèle, ces gens qui gravitent autour de lui, desquels il va être plus proche et potentiellement plus aimé. Donc, on peut dire que finalement, l'intendant, de par sa fonction, il y a une espèce de respect là, de tout un chacun dans la colonie. C'est un personnage extrêmement important. Outre le gouverneur, c'est lui le personnage le plus important sur le territoire de la colonie. Mais après ça, les bonnes relations et le respect envers sa personne, ça va dépendre à qui vous parlez finalement. Donc, si je comprends bien, il y avait aussi le gouverneur qui était un poste, avec beaucoup d'autorité. En fait, il était au-dessus, de l'intendant. Est-ce que ça crée une espèce d'animosité, des fois, entre l'intendant et le gouverneur? L'intendant et le gouverneur, il y a eu beaucoup de disputes qui ont défrayé la chronique au 17e siècle, mais au 18e siècle, ces problèmes-là sont pas mal arrangés. D'ailleurs, le roi va intervenir pour mieux distinguer les responsabilités de tout un chacun. Parce que, bon, il y a des questions de personnalité là-dedans, mais au 17e siècle, il faut comprendre aussi que la fonction d'intendant, elle est en construction, et aussi avec la fonction de gouverneur, il y a certaines attributions qui peuvent s'entrechoquer de par le contexte colonial, et ça peut évidemment provoquer certaines frictions. Et s'il y a en plus des conflits entre les deux personnes, ben là, ça peut dégénérer comme ça l'a fait au 17e siècle. Je donne un exemple. Dans la colonie, en général, tout ce qui relève du commerce va relever de l'intendant. J'en ai parlé souvent dans l'entrevue, mais dans le contexte colonial, il y a quelque chose de très spécifique, c'est que le commerce avec les Autochtones est très interrelié au contexte militaire et politique, et toutes les affaires militaires, c'est le gouverneur qui a la responsabilité de ça. Donc, tous les forts, les postes, les relations diplomatiques avec les nations autochtones relèvent du gouverneur. Et pour les Autochtones et la relation qu'on a avec eux, le commerce et la diplomatie, ce sont deux choses qui sont étroitement liées. Donc, le gouverneur va considérer à bien des égards que le commerce relève de lui en partie parce que c'est lié à la diplomatie avec les Autochtones, tandis que l'intendant, lui, de son côté, croit que le commerce relève de ses compétences. Donc, vous voyez, ça peut faire une petite zone de friction. Il y a la question de tous les investissements militaires aussi. C'est l'intendant qui doit établir et gérer le budget, comme je le disais un peu plus tôt, mais le gouverneur a ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le pouvoir de dépenser dans le domaine militaire, par exemple les fortifications. C'est le gouverneur qui va décider de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on va construire. Donc, souvent, le gouverneur va vouloir faire des choses et l'intendant va lui dire, ben oui, mais on a le budget, on n'a pas le budget, etc. Donc, il va y avoir des petites zones où il peut y avoir des frictions, mais au 18e siècle, ce que l'on observe, c'est que l'intendant et le gouverneur vont le plus souvent collaborer, et lorsqu'il y a conflit, vont demander à leur supérieur, le secrétaire d'État à la marine, de trancher plutôt que de laisser des conflits dégénérer. Cependant, c'est très important de comprendre que celui qui a la prééminence hiérarchique sur le territoire colonial, c'est le gouverneur. L'intendant, il est délégué par le roi pour appliquer ses volontés, mais le gouverneur, lui, il a une coche de plus, c'est le représentant personnel du roi sur le territoire de la colonie. Donc, c'est vraiment lui qui a la prééminence hiérarchique, et c'est lui qui a préséance aussi. Donc, mettons qu'il y a une procession, un événement, c'est le gouverneur qui est devant l'intendant. Donc,
Tout ça pour dire que s'il y a un désaccord, c'est l'avis du gouverneur qui va prévaloir et ensuite le secrétaire d'État à la Marine pourra trancher dans une lettre un peu plus tard, mais l'intendant doit laisser faire les volontés du gouverneur si jamais il y a un conflit. En terminant, j'aimerais qu'on parle un peu plus en détail du système de justice parce que je suis curieuse de savoir à quel point, parce qu'on comprend maintenant de plus en plus en vous écoutant que le projet de colonisation, ça s'est pas fait sans écueil. C'était un peu, un, travail, en progrès constamment et c'était pas tout déjà fait dès le début. Le système de justice, est-ce qu'il était bien structuré ou est-ce qu'il a fallu improviser un peu? Ben, en fait, le système de justice, à cette époque, c'est extrêmement différent d'aujourd'hui, bien entendu. Il y a ce qu'on pourrait résumer une hiérarchie des tribunaux. Il y a des tribunaux de première et de dernière instance. Donc, c'est un peu comme aujourd'hui. Vous avez une cour de première instance et si vous êtes pas satisfait, vous pouvez aller en appel et il y a des cours d'appel. Donc, c'est un peu le même principe à l'époque, mais c'est pas les mêmes cours. Donc, il y a des tribunaux de première instance. Ils ont différents noms. Il y en a à Québec, Montréal, Trois-Rivières. On les appelle soit une prévôté à Québec ou un bailliage à Montréal. Donc ça, c'est la première instance. Si on veut faire appel d'un tribunal de première instance, c'est au Conseil souverain qui est basé à Québec que l'on doit faire appel. Il y a aussi ce tribunal d'appel en matière civile et criminelle. On va le retrouver dans d'autres endroits de la Nouvelle-France aussi. Il va y en avoir un en Louisiane, il va y en avoir un à Louisbourg en Acadie aussi. Donc ça, c'est le tribunal d'appel. Et ensuite, ben c'est le roi en tout dernier lieu, si jamais on veut contester, mais faut-il que le roi veuille recevoir le litige. Parallèlement à ça, il y a l'intendant, comme je le disais, qui peut rendre également la justice si on fait appel à lui. Et l'intendant peut décider de retirer une cause qui est pendante devant les tribunaux pour la juger lui-même. Mais comme je le disais tout à l'heure, son verdict après ça va être sans appel, sauf celui du roi. Donc, il faut que la personne soit prête à accepter le verdict de l'intendant à ce niveau-là. Il y a un autre type de cour qui existe aussi en Nouvelle-France qui se trouve à être en dessous des tribunaux de première instance. Ce sont des justices seigneuriales. Mais ça, des juges dans des seigneuries, il y en a très peu. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a surtout dans les anciennes, les premières seigneuries, mais il y en a très peu et ça dure pas toujours très longtemps parce qu'il faut comprendre qu'entretenir une cour de justice, c'est quand même des frais pour un seigneur. Il faut quand même payer du personnel, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça va être possible. Ça va être véritablement les prévôtés, les bailliages, puis ensuite le Conseil souverain basé à Québec, qui vont être vraiment le cœur là, de la hiérarchie des tribunaux. Marie-Ève Ouellette, je vous remercie énormément, d'avoir été présente à cette entrevue. On a appris beaucoup de choses, sur le métier d'intendant. Merci. Merci beaucoup d'invitation.